Ravi de vous retrouver ce soir pour cette soirée débat de l'Accès d'Île-de-France. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bon, il y a des adhérents dans la salle, mais il y a aussi des non-adhérents, c'est l'occasion de faire une découverte. L'Accès, c'est l'Association des cadres sup et dirigeants du groupe Orange, qui est une association loi 1901, avec des valeurs confiées autour de la confiance, du respect, de la solidarité. Ça fait CRS en fait. Voilà. Ça marche toujours, je la fais à chaque fois. En fait, l'enjeu de cette association, c'est en fait d'avoir un club manager élargi, toute entité, et de travailler sur des dossiers en lien avec tous les managers. Actuellement, on travaille avec Diane de Junman justement sur la place des seniors dans l'entreprise. Comment, d'ailleurs, pour rejoindre son groupe de travail avec plaisir. C'est comment on fait du mentoring, comment on accompagne les seniors, les parcours cadres sup dans l'entreprise. Voilà, toutes ces questions d'évolution. On a aussi un autre... On a aussi d'autres dossiers de réflexion de fond qu'on partage avec les RH sur les formations, la montée en compétences. Voilà. Donc voilà, on est vraiment apolitique, asyndical et on travaille étroitement avec les membres du COMEX. Et juste pour finir, le 14 décembre, on a une convention qu'on tient chaque année qui sera chez notre client partenaire, la GMF, où on recevra Nadine Foulon-Belkacemi, qui est la directrice de DGC. On aura aussi Marc Renard dans son nouveau rôle, Stéphane Richard bien sûr, et Valérie Boulanger qui viendra échanger avec tous les membres cadres sup sur les enjeux de RH du groupe, parce qu'elle a pris la place de Jérôme Barré. Voilà. Et du coup, régulièrement, que ce soit avec Jérôme Barré, avec Marc Renard, avec Jerry Pellissier, qu'on a eu la dernière fois sur la transformation du groupe, on échange directement sans filtre à la bonne franquette entre nous sur les enjeux du groupe, la stratégie, pour donner du sens, pour accompagner et pour éclairer. Donc voilà. Donc merci d'être... Et puis, vous trouvez toutes les infos sur le site acced.com, hein, sur Google, vous nous trouvez. Alors la première année, Thierry le connaît, il y a une offre découverte à 30 €. Et si vous adhérez dès maintenant, vous avez droit à la convention, mais vous ne paierez pas, ça vaudra pour 2019. Donc voilà, donc on est en pleine solde de recrutement de 2019. Voilà, et le but, voilà, c'est vraiment d'échanger, de partager. Et on est très heureux d'avoir Béatrice Felder ce soir, puisque nos membres nous ont dit, au AB, c'est super passionnant, mais on ne comprend pas, ça bouge tout le temps, le voyage à donner, il y a quelle offre derrière. Enfin voilà, c'est un peu... Alors ce qui les a estomaqués, nos membres, ils nous ont dit... Quand même, Béatrice Felder, elle a 5000 personnes sous elle. Comment elle fait pour avoir une vie de femme et piloter toutes ces personnes? Et je crois qu'à l'heure où on parle de leadership, de woman executive et de women forum, c'est quand même l'illustration qu'on peut être dans la technique, dans une femme et meneuse, pas de revue, mais d'hommes et de femmes France et internationales sur des projets d'envergure quand même. Donc voilà, et ils nous ont également demandé... Le voyage à donner, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on met derrière le voyage à donner? Au AB, est-ce que c'est des applications métiers et business de décision? Enfin, voilà. Du coup, plein de questions. J'ai dit, je ne sais pas. On va voir avec Isabelle, on va voir avec Bruno et avec Béatrice pour effectivement essayer de décoder ce voyage à donner, ces enjeux stratégiques. Hein. En plus, sur ton profil LinkedIn, je crois que tu as 2 enfants aussi. Donc, voilà. Donc, c'est quoi la semaine type d'une Béatrice Felder, puisqu'on est entre nous, et comment tu arrives à gérer tous ces enjeux? Voilà, beaucoup de questions qu'on voulait découvrir ce soir. Bon, alors, c'était pas prévu ça, mais je vais quand même vous raconter. Donc, oui, puisque ça intéresse tout le monde, voilà, j'ai 52 ans, j'ai 2 enfants qui sont grands, ils ont 25 et 23 ans, donc ils ne sont plus à la maison. Donc, déjà, la semaine type, elle se passe avec mon époux quand je rentre à la maison. Et avant, ça se gère très bien, ça se gère essentiellement bien parce que justement, j'ai un époux formidable et donc quand je ne suis pas là, il est là et ça marche bien comme ça. Voilà. Et j'ai des enfants merveilleux aussi, donc ça a été très simple. Voilà. Maintenant, quand on a aussi effectivement un petit peu de collaborateurs dans ces équipes, et ben on s'appuie sur une équipe et c'est comme ça qu'on réussit. Il faut choisir les bonnes personnes pour manager ses collaborateurs et donc c'est ce que j'essaye de faire. Comme ça, moi, ça me libère du temps. D'accord. Et on a des personnes d'autres horizons qui ne connaissent pas forcément Orange Application for Business. Peut-être que tu réponds en partie dans ta présentation, mais qu'est-ce que c'est Orange Application for Business au juste
C'est une entreprise de services du numérique, hein, on appelait ça avant une SS2I, donc une société de services informatiques qui fait de l'intégration sur 3 grands domaines de croissance. Le premier domaine, c'est tout ce qui est expérience client. Donc par expérience client, on entend tous les moyens donnés aux consommateurs pour rentrer en relation avec une marque et tous les moyens qu'a une marque pour rentrer en relation avec ses clients. Donc ça peut être digital, ça peut être vocal avec des centres de contact, ça peut être local avec des boutiques. Donc on va mettre tous les outils qui permettent la transformation numérique des entreprises pour une relation client, donc consommateur vers marque, marque vers consommateur. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité, elle tourne autour de l'IoT et du machine-to-machine, avec donc des projets dans lesquels on fournit, en s'appuyant évidemment sur le marché, sur les recherches de TGI, donc de l'innovation, des objets. On choisit la meilleure connectivité pour le client, la meilleure plateforme, que ce soit la nôtre, Live Object Manage, mais aussi celle de partenaires comme Microsoft, Azure IoT ou autres partenaires. Et puis, on capte donc l'information qui vient des objets, des capteurs, on la transforme et on en fait quelque chose d'utile pour les entreprises. Donc ça, c'est la deuxième activité. Et la troisième activité, comme les deux premières créent beaucoup de données, que ce soit de la donnée client dans les interactions digitales ou physiques ou téléphoniques, que ce soit de la donnée qui vient des objets, et bien évidemment, notre troisième activité, c'est l'analyse de cette donnée, là aussi dans un but précis qui est de prendre les bonnes décisions pour une entreprise. Merci Béatrice, je te laisse la scène alors. Tu vas nous raconter Très bien, le voyage laisse-moi à la salle, laisse-moi la salle, je vais m'en occuper de la salle. Alors, ça, pour ceux qui sont chez OBS, vous connaissez. C'est absolument pas la stratégie d'Orange Application for Business, c'est vraiment la stratégie d'Orange Business Service. C'est le fameux voyage de la donnée, la représentation de ce voyage de la donnée. Donc quand on fait voyager la donnée, la première chose qu'on fait, c'est qu'on la collecte. On récupère de l'information, en particulier, dans ce cas-là, des objets. Ensuite, on la transporte. Transporte, métier historique d'Orange Business Service, c'est du WAN, c'est du LAN, c'est de la voix, tout ça c'est du transport de données. Ensuite, cette donnée, on la stocke et on la traite. Et là, on va parler de cloud, Orange Cloud for Business, qui va être dans cette brique de stockage et de traitement de cette donnée. Ensuite, on va évidemment, en même temps qu'on la stocke et qu'on la traite, ensuite on va l'analyser. Alors analyser, ça sert à quoi? Ça sert à prendre cette donnée pour pouvoir la partager et créer de la valeur. Et en transverse à tout ça, on va évidemment protéger cette donnée. Et pour la protéger, c'est Orange Cyberdéfense. Donc là, vous avez toutes les briques de ce fameux parcours de la donnée. Et chez Business et Décision, donc c'est l'entreprise qu'on a achetée en juin pour compléter notre offre autour de la data. On va travailler sur 2 grands pôles, le pôle d'analyse et le pôle de partage et de création de valeur grâce à cette donnée. Alors vous voyez, à gauche, c'est un papillon. Ne croyez pas que c'est une fleur, je vous expliquerai pourquoi, mais c'est un papillon. C'est un papillon qui explique qu'en fait, cette donnée, on va la prendre de l'interne dans l'entreprise, qu'on appelle in. On va la prendre en externe de l'entreprise, par exemple une donnée météo, une donnée sociodémographique, etc. Donc en externe. On va donc la récupérer et l'utiliser. Alors, c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. On va vraiment se focaliser sur ce qui est l'analyse, le partage et la création de valeur grâce à la donnée. Donc on va parler de data science, d'intelligence artificielle, parce que c'est ça dont on parle. Alors pourquoi est-ce que c'est si important pour le groupe? Alors je crois que j'ai quand même pas beaucoup de temps pour faire la présentation, donc je vous laisserai découvrir ces chiffres. Mais globalement, il y a quelques chiffres quand même qui interpellent sur ce transparent. Le premier chiffre, c'est les 203 milliards de dollars qui seront générés par cette donnée en 2020. Le deuxième chiffre qui personnellement m'interpelle aussi, c'est que 50% des requêtes
en business intelligence seront réalisées vocalement demain. C'est aussi vrai sur vos applications. Toutes vos applications mobiles seront vocales demain. Et qui dit vocal, hein, la transformation de la voix, c'est de l'intelligence artificielle. L'idée des données, c'est de relever 4 défis. Le premier défi, c'est de faire mieux, do better. Le deuxième défi, c'est de faire plus. Le troisième, c'est de faire juste. Et le quatrième, c'est de faire du nouveau. Alors on va détailler, toute la présentation sera basée sur ces 4 grands défis. Le premier, donc, do better, c'est d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Je vais vous donner juste derrière des exemples pour vous montrer comment la donnée permet d'améliorer cette efficacité de service, de relation entre un client, enfin un consommateur et une marque par exemple. Vous allez voir ça. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a donc amélioré cette efficacité opérationnelle, l'idée quand même, vous savez que c'est important, l'idée c'est de mieux servir ses clients. Vous avez horreur quand vous n'aimez que le rouge, qu'on vous envoie une pub vous proposant du vert. Vous avez horreur quand vous êtes en train de jardiner dans le sud, qu'on vous envoie un coupon de réduction pour une boutique qui est à 2 pas de chez vous dans le nord. Vous aimez être considéré comme un individu connu d'une marque et donc traité comme tel. La troisième activité, c'est do right. La donnée est très très utile, on le verra aussi tout à l'heure dans des exemples, pour tout ce qui est gestion de fraude, gestion de conformité, parce qu'on arrive grâce à la donnée à détecter ce qu'on appelle des événements, j'allais dire, non ordinaires, des événements pour lesquels on se dit, tiens, le fait qu'il y ait cet événement, c'est louche, regardons un peu plus. Et il s'avère que la gestion de la fraude, en particulier dans les établissements bancaires, financiers, etc., elle se fait maintenant énormément grâce à la donnée. Si la Société Générale, à l'époque, enfin il y a quelques années, avait eu une analyse de la donnée performante, elle se serait rendue compte du scandale chez elle bien avant ce qu'elle a réussi à faire. Le quatrième pilier, c'est d'arriver à créer des nouveaux services, c'est-à-dire à faire du nouveau grâce à la donnée. On sait que vous aimez ça, on va vous proposer un nouveau service. Donc, c'est à permettre de détecter, de choisir des nouveaux services pour vous, consommateurs, pour mieux vous servir. Alors, le premier, on va zoomer un peu sur le premier, donc c'est améliorer l'efficacité opérationnelle, c'est faire mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple? Alors ça, c'est le port d'Anvers. Le port d'Anvers, l'idée, c'est que ce qui coûte très cher quand on est une compagnie maritime, c'est d'attendre avant de rentrer au port. Et c'est de rentrer au mauvais endroit, d'attendre la grue, de ne pas pouvoir mettre les containers, de ne pas pouvoir repartir, etc. Donc là, ce qu'on a fait pour le port d'Anvers, en fait, est assez simple, hein. On a géré en fonction de l'intensité du trafic, des délais d'attente, des prévisions d'horaires d'entrée, etc., l'arrivée des bateaux à quai. Et en particulier, ça a été fait en récupérant l'ensemble des données venant des bateaux, venant des ports, venant de la disponibilité des grues qui récupèrent les containers, pour améliorer donc cette logistique du port d'Anvers. Le gain est immédiat, hein. Évidemment, les bateaux restent moins à quai, ça gagne du temps, il y a plus de bateaux qui arrivent au port, donc le port gagne mieux sa vie, hein, évidemment. Et les bateaux sont plus contents. Ça, c'est un autre projet très intéressant qu'on a fait pour la Poste. On a fait beaucoup de projets pour la Poste. Celui-là, c'est l'optimisation de la livraison des colis postaux. Donc l'idée, c'est de respecter les délais des livraisons, d'optimiser les tournées des facteurs et les arrêts. Et puis, en fait, ça, c'est un énorme projet. Vous voyez qu'il y a beaucoup de données à consolider, hein, pour arriver à faire ce projet, puisqu'on parle de 40 millions de colis, de 2400 centres de tri et de 75 000 facteurs.
Alors, d'analyser les tournées pour qu'elles soient mieux optimisées, de changer, par exemple, les parcours en fonction de la météo, en fonction de ce qui va se passer dans l'environnement, une manifestation là, voilà. Tout ça, ça a permis en fait de libérer du temps des facteurs et d'éviter en particulier de la sous-traitance et de l'intérim au niveau de la Poste, et ça a fait gagner énormément d'argent à la Poste grâce à cette optimisation des parcours des facteurs. Donc on est vraiment dans l'efficacité opérationnelle. Là, on est dans mieux comprendre les clients pour mieux les servir. Alors ça a un but très précis, c'est aussi vendre plus à nos clients, hein, pour le dire. Donc là, c'est pour un constructeur automobile. L'idée, c'est de faire que, par exemple, un homme qui aime les voitures de sport, on arrive à le détecter, ou une femme qui aime les voitures de ville ou les voitures familiales. Quand ils arrivent sur le site, la première photo qu'ils voient, soit la bonne photo correspondant à ce qu'ils préfèrent. Et grâce à ces systèmes qui nous permettent de mieux connaître les clients et donc d'afficher les bonnes photos, d'afficher les envies des clients, en fait, cette compagnie de constructeurs automobiles a multiplié le taux de conversion des achats par 3. C'est juste énorme. Ne serait-ce parce qu'on se dit, en arrivant sur le site de ce constructeur, il m'a compris, il sait que moi, ce que j'aime, c'est ça. Et voilà. Et ça, c'est grâce à l'analyse de la donnée. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous naviguez évidemment sur le web, toutes les informations sont quand même connues. Donc on connaît vos goûts. Et donc quand on connaît vos goûts, évidemment, c'est plus facile à faire. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être pour les gens d'Orange Business Service. Ça vient de Fluvision. Fluvision, c'est une application qui permet, à partir des données du réseau mobile Orange, de les anonymiser et de connaître les flux de population. L'enjeu de Montgenèvre, qui est la plus vieille station de ski française, c'est vraiment d'offrir des services de qualité aux skieurs. Et pour ça, qu'est-ce qui énerve le plus un skieur? C'est d'arriver au télésiège et qu'il y ait une demi-heure de queue. Donc Montgenèvre, grâce à Fluvision, a réussi à créer une application qui, quand vous êtes à un endroit sur les pistes, vous dit combien de temps il y a au télésiège X d'attente, au télésiège X ou au télésiège Y, grâce à ces fameuses données mobiles. Bien sûr, il y a d'autres choses dans l'application, assez classiques dans une application pour une ville, mais cette donnée temps réel sur le temps d'attente, elle est différenciante pour Montgenèvre et elle fait que on est content d'y aller pour ne pas faire la queue. Anticiper les risques, donc c'est le troisième grand axe de la donnée. Alors ça, c'est pour un grand pays européen qui avait de la fraude à la TVA. Alors la fraude à la TVA entre les entreprises, c'est assez simple finalement. C'est ce qu'on appelle la fraude dite du carrousel, où en fait on crée plein de sociétés et puis au final, la dernière société, elle ne paye pas de TVA. Donc finalement, ça fait perdre énormément d'argent. Donc on a réussi à détecter ça. Alors ça passe par un regard sur les flux, sur le nombre d'entreprises, sur les passages, sur la fiscalité, etc. Et donc on a fait gagner à ce magnifique ministère, vous voyez, 1 milliard d'euros par an grâce à la lutte à la fraude à la TVA. C'est ultra puissant. Un autre sujet important, c'est d'être différenciant dans le domaine bancaire et en particulier dans le domaine qui permet l'octroi d'emprunts. Il n'y a rien de plus énervant quand vous avez besoin d'un emprunt, qu'on vous dise remplissez le dossier et puis on vous dira dans une semaine si vous pouvez avoir l'emprunt. Donc de plus en plus, comme les sociétés financières sont quand même pas philanthropes, elles n'ont pas envie de tomber sur des personnes qui derrière seront en défaut de paiement, elles anticipent et elles vous permettent d'avoir immédiatement la réponse pour votre prêt. Et c'est tout l'enjeu de la donnée. Explorer les données et les demandes de crédit des clients
Donc là, c'était pour les professionnels et les de professions libérales. Hein. Évaluer les risques et puis pouvoir délivrer ainsi un crédit à la consommation ou un crédit global en ayant en prévision, donc on est vraiment dans de la prévision de liquidité de l'entreprise et donc de prise de risque pour celui qui lui prête de l'argent. Dans les nouveaux services, qu'est-ce que ça permet de faire? Alors, là, on est sur un projet sympa qui allie certes de la donnée, mais aussi quasiment tout ce que sait faire Orange Business Service, puisqu'on a fait pour cette ONG donc, qui travaille, qui est une très très grosse ONG internationale, donc organisation non gouvernementale internationale, qui travaille sur des théâtres de guerre. On a travaillé sur une ceinture connectée qui permet, donc avec un réseau privé, hein, parce que dans ces théâtres de guerre, très souvent, les réseaux publics sont, j'allais dire, sont surveillés. Hein, donc, si on veut que la personne soit vraiment en sécurité, il y a un réseau privé qui a été donc indépendant, qui est mis en place. On a ce travailleur de l'ONG, ce médecin ou autre qui est sur place, qui porte cette ceinture, et elle arrive à envoyer des informations donc en temps réel sur là où elle est. Évidemment, si elle est couchée, on le voit aussi. Hein, c'est les systèmes de l'homme mort qu'on utilise aussi dans l'industrie quand les personnes sont isolées. Et donc, on sait détecter le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, ou trop de mouvement, ou pas de mouvement, ou d'arrachage de la ceinture, pour envoyer immédiatement des secours. Donc là aussi, on est, vous voyez, dans des nouveaux services. Alors là, il n'y a pas de commerce derrière. Hein, on est plutôt sur de la santé du médecin, de l'organisation non gouvernementale en question. Ça, c'est un projet que j'aime bien. C'est pour un laboratoire pharmaceutique sur l'épidémie de dengue. Pouvoir les anticiper. Pouvoir anticiper le fait qu'il y ait des vaccins là où il va y avoir une épidémie. Parce que quand un pays achète, je sais pas, des centaines de milliers de vaccins et que finalement il n'y a pas d'épidémie, ben, il jette les vaccins, c'est un peu ballot. Par contre, on arrive à l'anticiper. Alors comment est-ce qu'on arrive à l'anticiper? D'abord, on arrive à regarder sur Google si est cherché grosse fièvre. Et alors, quelqu'un qui cherche fièvre importante, une fois ça va, 2 fois ça va, 10 fois ça commence à devenir louche, 100 fois dans la même journée, on se dit, il y a un schmoll. Ensuite, s'il cherche effectivement dengue, et 1, puis 2, puis 10, on se dit, alors là, il y a urgence. Et donc, l'information arrive au labo, et hop, il y a production, envoi dans le pays concerné, etc. Donc, on arrive, grâce à cette donnée, à pouvoir déclencher des plans d'action en explorant, là pour le coup, des données qui sont tout à fait publiques. Tout à fait publiques. Voilà, donc on arrive à planifier la production, parce qu'ensuite, j'allais dire, entre 10 patients atteints de la dengue et une épidémie, il se passe quand même quelques semaines. Hein, et donc, le temps de ces quelques semaines, on met en production, on livre, et ça évite la pandémie. Voilà, donc l'idée, c'est sensibilisation des populations dès qu'on en entend parler, évidemment, pour le pays concerné, et ciblage des zones prioritaires pour l'envoi des vaccins. Donc celui-là est assez sympa comme projet, je trouve. Voilà, donc notre ambition, c'est de devenir le leader européen de cette analyse de la donnée. Vous voyez là que l'idée, c'est de travailler sur la donnée connectée. Bien sûr, ça passe par l'IoT, c'est pour ça qu'il y avait la ceinture tout à l'heure. Hein. L'expérience digitale, l'intelligence métier. On parle toujours avec des gens du métier quand on vend ça. Avec le directeur marketing, le directeur commercial, le directeur des recherches pharmaceutiques, etc., etc. Donc on aide les entreprises à mieux décider, agir et se réinventer pour, j'allais dire, être plus performantes demain. Donc tout ça est assez logique. Donc comment est-ce qu'on fait là-dessus? On travaille sur 3 grands axes. Hein, la data architecture, on va travailler sur des data hubs, des data lakes, surtout la data préparation. Hein. Alors pour beaucoup, on va s'appuyer de plus en plus chez Business et Décisions sur Orange Cloud for Business.
mais on sait aussi faire de la data préparation. Alors ça, c'est 80% d'un projet de data science, c'est avoir la bonne donnée et donc préparer cette donnée. C'est très important, hein, c'est vraiment, on prend la donnée d'où, elle est comment est-elle structurée, comment est-ce que je vais la mettre en place pour que, en temps réel, je puisse avoir l'information qui me convient sans aller dans 15 bases de données différentes. C'est pour ça qu'on crée ce qu'on appelle des data lakes qui récupèrent et structurent cette information déstructurée dans l'entreprise. Ensuite, on va faire de la data science. Alors, qu'est-ce que c'est de la data science ? C'est de l'analyse poussée de cette donnée. Donc, ça passe par, évidemment, de la data engineering, de la business intelligence. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est avec ça qu'on fait tous les reportings financiers, par exemple, hein, de la business intelligence. Et puis, de la data visualisation. Alors, vous avez en dessous des partenaires avec lesquels on travaille là-dessus. Et puis, vous avez de la data gouvernance, parce que c'est bien beau d'avoir quelque chose qui existe à l'instant T. Ce qu'il faut, c'est que dans le temps, toute cette donnée soit toujours juste et pertinente. Donc, on va gérer la qualité des données et évidemment la sécurité des données. Donc là, je vous ai mis une liste de partenaires avec lesquels on travaille chez Orange Application for Business et BED. On a grosso modo 1800 data scientists et informaticiens chez nous. On gère 330 millions de données par minute, hein, ce qui est quand même pas rien. Monsieur Henry, ça va bien? Et on fait actuellement plus de 500 recrutements par an. Alors c'est aussi parce que c'est un milieu où les gens bougent, hein, c'est-à-dire on rentre, c'est un marché où un data scientist ou un data engineer, ils sont tous les jours sollicités sur LinkedIn pour changer de boîte. Hein. Donc non seulement on doit combler les départs, mais comme on a une très grosse croissance évidemment à 2 chiffres sur ces types d'activités, il faut recruter beaucoup, donc on recrute plus de 500 personnes. Et puis, on a une approche assez simple. Pour pouvoir réaliser ces projets de données, on va d'abord cadrer le projet avec le client et les objectifs. Ça va durer grosso modo 20 jours. Ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle un proof of concept pour regarder si le retour sur investissement, ou en tout cas ce qu'on attendait, est bien présent. Ça va prendre 200 jours. Et puis, si le client décide d'y aller, on va mettre en place le projet. Et ça, grosso modo, et en moyenne, ça prend 2000 jours hommes d'intégration avec des partenaires, etc. Pour ça que notre approche, on dit souvent, on fait du 20, 200, 2000, parce que c'est comme ça qu'on gère nos projets. Donc, si on se résume, la donnée, elle permet de faire mieux pour une meilleure rentabilité, de faire plus pour avoir de la croissance, de faire juste pour être conforme, ne pas avoir de fraude, et de faire du nouveau pour préparer le futur. Donc en bref, on prend donc des projets chez nous de bout en bout. On maîtrise bien évidemment les infrastructures, les technologies, on s'appuie sur des partenaires. On crée de l'innovation ou de la co-création avec nos clients et partenaires. Et puis, on est déjà dans certains pays, hein, en France, en Belgique en particulier, un acteur majeur, voire un leader de la data. Voilà. À vos questions ? Allez, qui se lance ? Allez. Quels sont vos principaux concurrents sur les différents domaines ? Tu veux dire les domaines de la data ? Les mêmes que... en fait, on a des sociétés, par exemple, comme Kerus, qui sont, comme Business et Décision, un concurrent, j'allais dire, spécialisé dans la donnée. Sinon, moins spécialisé, plus généraliste, mais qui travaille aussi sur ces sujets-là. Toutes les grandes ESN, Capgemini, Atos, etc. On est véritablement dans le domaine de l'informatique avec des ultra spécialistes qu'on est, nous, avec ce rachat de Business Décision, et puis des
plus des généralistes. On a aussi comme concurrent, en particulier sur les phases amont, un certain nombre de cabinets de conseil. Il peut nous arriver de gagner contre les Big Five en conseil en amont. Il faut le micro parce qu'il y a l'enregistrement derrière. Oui, bonsoir. Tu as parlé tu nous as montré l'une des références sur la dingue. En effet, tu as dit que ça elle était sympa parce qu'on se sent concerné. Je sais que Orange a aussi gagné. Ça me fait penser en fait au beau succès sur SoBlue qu'on a gagné récemment. Donc SoBlue, c'est l'hébergement. Enfin, si j'ai bien compris, hein, des données dans le cadre du programme Copernicus. Est-ce que ce type de référence a des interférences avec ce grand programme? Et est-ce que demain, justement, et à l'inverse, ce programme va-t-il nous apporter aussi des opportunités telles que tu les as citées dans ce domaine-là? Alors, pour l'instant, et c'était un des avantages de Business et Décision, c'est qu'on ne détruisait pas de valeur en achetant, c'est qu'on ne travaille absolument pas avec le groupe chez Business et Décision. Orange était, enfin, à part peut-être qu'on faisait quelques centaines de milliers d'euros par an avec Orange. Et bien sûr, avoir ça dans le groupe, c'est un asset énorme et ça va nous aider. Il y a déjà énormément de demandes. Mon patron de la data science a fait une présentation hier au COMEX d'OBS et immédiatement Helmut a dit mais il nous faut ça pour ça, 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 ça. Et j'ai dit oh là. Donc oui, bien sûr qu'il va y avoir des applications pour le groupe, pour Orange Business Service, oui. C'est des compétences qui sont très, très rares, hein, les compétences autour de la donnée. Alors oui, on recrute 500 personnes. On les forme. On va monter pour votre information une école de la data, en particulier dans le programme de Orange Academy là, de Elisabeth Belois-Fontex. C'est nous qui avons cette responsabilité de l'école de la donnée, où on va faire monter en compétences des jeunes sortis d'école qui ne connaissent pas forcément tout ça sur certains sujets. Alors tout ça, c'est quoi? C'est quoi comme type de compétences? Ça dépend un petit peu des métiers. Mais par exemple, un data scientist, la plupart du temps, il lui faut une compétence métier. Par exemple, si on veut travailler sur la fraude financière, on a chez Business et Décision des gens qui sont des anciens directeurs administratifs et financiers. Ensuite, il faut une compétence mathématique, au sens statistique. Parce qu'on parle là énormément d'algorithmes dont il faut vérifier qu'on ne va pas faire de bêtises en les utilisant parce que l'échantillon est suffisamment important, etc. Donc les outils et les partenaires qu'on peut avoir sur ces sujets-là, je pense par exemple à un partenaire qu'on a sur la data science qui est Nime. Nime, c'est un outil qui permet, par sa capacité, c'est un outil open source, hein, qui permet par sa capacité aussi de détecter ces erreurs mathématiques de statistiques pour dire attention, là vous construisez un modèle, mais il n'est pas forcément juste parce qu'il n'y a pas assez de données. Donc voilà, le type de profil, c'est soit un profil métier auquel on va rajouter, grâce à cette école de la data, des compétences en statistique, en mathématiques, en modélisation, soit des ingénieurs. En école d'ingénieurs, on trouve que j'allais dire, les élèves qui sortent d'école d'ingénieurs ne sont pas forcément au bon niveau en termes, par exemple, d'analyse statistique. Ouais, je vais en poser une sur Business et Décision. Justement, enfin, c'est tout récent. Est-ce qu'ils ont une culture différente de travail de nous? Est-ce qu'ils peuvent nous apporter des choses et vice-versa? Enfin, comment comment on travaille avec nos clients et avec leurs clients? Enfin, comment ça se passe? Enfin, nous, on voit ça de loin. Enfin... Alors, Business et Décision, c'est une société familiale à la base, hein. Ça a été créé par un fondateur qui hélas est décédé il y a quelques semestres maintenant. C'est pour ça que la société d'ailleurs a été vendue. Donc c'est une société assez proche de nous en termes de respect des individus.
hein, et du collectif. Donc ça, c'est déjà très important. C'est-à-dire qu'en termes de valeur, ils ont une façon de fonctionner qui est finalement très, très proche de la nôtre. Ensuite, c'est une société qui est faite de plusieurs sociétés. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs un des sujets pour moi de transformation de l'entreprise, qui est de dire ce qui est fait en Belgique doit servir au sud de la France, et ce qui est fait au sud de la France doit servir à la Bretagne. Et pour l'instant, on a plus une somme d'agences qu'une société avec de la capitalisation. Voilà. Et c'est une société, finalement, le recoupement avec ce que fait OAB est finalement assez faible. Il est fort sur certains partenaires, comme par exemple sur Microsoft. Il est fort sur un certain nombre de data engineers, mais finalement le marché est tellement important, la croissance est tellement importante qu'on a réussi à mettre des instances de coordination entre nous, et chacun a une très belle croissance sur ce domaine. Maintenant, ils sont arrivés il y a 6 juin, hein, donc, mais pour l'instant, ça fonctionne très bien. J'aimerais peut-être même plus qu'il y ait de lutte. Ça voudrait dire qu'on a encore plus de projets, mais on en a déjà assez pour avoir de très belles croissances et tous nos experts évidemment occupés. Bonsoir madame, c'est quoi vos points communs avec le revenu assurance? Parce que c'est quoi vos points communs avec le revenu assurance? C'est-à-dire le revenu assurance, oui, dans la fraude, etc., on en fait énormément. D'accord. On en fait énormément. C'est un des premiers usages, hein, le revenu assurance de la partie do right, donc de la troisième partie. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur la partie payment qui est chez OAB. Alors, je ne sais pas si c'est aussi dans la thématique d'aujourd'hui, de ce soir, mais aujourd'hui, en fait, moi, j'ai travaillé avec vos équipes chez OAB, et notamment les équipes d'Hervé Brasi. C'est une qualité. Puis j'étais très content en tant que client. Par contre, il y a d'autres entités, d'autres filiales dans la maison qui font aussi du paiement. Et en vision extérieure, parce que je discute aussi avec des gens qui sont à l'extérieur, ils me disent c'est la stratégie du paiement chez Orange en tant que fournisseur, en tant que est pas très lisible, parce qu'il y a OAB d'un côté, et des fois on a d'autres entités aussi. OAB fait pas grand chose dans le paiement, hein. OAB fait des solutions de terminaux de paiement. En particulier, je vous parlais tout à l'heure de l'expérience client en vous disant qu'elle pouvait être locale, donc elle peut être digitale, elle peut être vocale avec des centres de contact, et elle peut être locale quand on va dans une boutique ou dans une agence bancaire. Et la grande activité de paiement d'OAB, elle est dans la mise en place dans ces magasins, par exemple, dans la distribution de grandes chaînes de distribution de terminaux de paiement. Globalement, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes entités de paiement dans le groupe qui ont même des accords avec des banques, etc. Je pense à WHA, mais on ne fait pas le même métier. Les leviers entre la capacité à développer la connaissance métier d'un client ou une problématique, soit client, soit process. On voit bien que la data est au cœur de tout. Le levier de cette compétence-là sur la capacité à développer nos applications, par exemple, puisque les data sont quand même pilotées au sein d'applications. Est-ce que c'est un levier pour OAB globalement pour développer, être encore plus présent sur le canal mobile, par exemple, en développant la connaissance data du canal mobile? J'ai tendance à jamais séparer le digital et la data. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas dire on fait du digital sans de la data et de la data sans du digital. Donc bien évidemment, quand on pense au projet Montgenèvre, qui n'est pas un projet BID, qui est un projet OAB, c'est grâce à la data
et au fait qu'on était différenciant par rapport à d'autres fournisseurs d'applications pour les villes en ayant, j'allais dire, ajouté à l'application mobile, cette capacité de connaître les flux et donc les files d'attente au télésiège et au téléski, qu'on a été différenciant. Donc bien évidemment, l'un est un levier, ou en tout cas l'un apporte du business à l'autre, que ce soit si on rentre par le digital ou si on rentre par la data, on peut normalement ajouter la deuxième brique. Sur l'IoT, pareil, on imagine que, par exemple, dans l'industrie, on est relativement peu sur les enjeux métiers, en fait, dans l'industrie, chez nous, parce qu'on est entre nous là. Est-ce que le fait d'arriver par la connaissance de la data autour de l'IoT, ça peut renforcer notre capacité à comprendre le métier d'un industriel à travers la... Là, je dirais que pour le coup, le métier, pour moi, il passe avant tout. C'est très difficile, si on a quelque chose de métier à développer, de ne pas connaître le métier et d'arriver en disant « moi, je vous fais que l'application » ou « moi, je vous fais que l'analyse de la donnée ». C'est pour ça que je vous ai vraiment décrit les compétences d'un data scientist. Un data scientist, si on fait une courbe connaissance métier technique, le data scientist, finalement, il aura peut-être moins de technique que le data engineer, qui lui va se trouver par là. Il aura moins de technique, mais il aura beaucoup plus de connaissances métiers. C'est pour ça que je disais que, par exemple, pour développer le troisième pan, qui est le do-right, qui se fait sur les revenus assurance ou sur, tout à l'heure je vous ai donné d'autres exemples, vraiment des gestions de fraude aussi, des choses comme ça, ben, il faut plutôt un financier pour aller vendre ce type de projet. Un financier passionné par la donnée. Et donc si on veut vendre dans l'industrie, c'est sûr qu'il vaut mieux savoir ce que c'est qu'une chaîne de production. Sinon c'est compliqué, même en IoT. Oui, donc on comprend que BD va nous faire monter en puissance, nous fait monter en puissance sur le métier. Sur certains secteurs d'activité. Ouais. BD n'est pas très présent dans l'industrie, sauf l'industrie pharmaceutique, par une de ses filiales qui s'appelle Life Science, qui est très présente dans l'industrie pharmaceutique, en particulier pour la gestion des essais cliniques des grands laboratoires, hein, la gestion des données venant des essais cliniques, pour analyser justement si le médicament est efficace ou pas, hein, et donc toute cette analyse-là. Mais à part ça, dans des grands secteurs d'activité, on va trouver tout ce qui est le secteur de la finance, tout le secteur du retail. Là, c'est très fort chez Business et Décisions, ainsi que le secteur des services. Pas forcément le secteur de l'industrie, ou en tout cas de manière plus sporadique dans l'organisation. J'ai une question. En fait, dans ta présentation, tu montres les secteurs d'activité, le potentiel. À la fois, ça a l'air simple quand on s'est mis en référence client, mais avoir une voiture connectée, c'est pas si simple. Donc derrière, il y a de la technologie, il y a des métiers différents, il y a des compétences, il y a des équipes différentes. Du coup, et des projets France et internationaux. Enfin, du coup, est-ce que la pierre angulaire, c'est pas le chef de projet qui va faire le lien entre les partenaires, et comment tu t'assures la montée en compétences de ces acteurs, enfin, dans la gouvernance? Alors, la pierre angulaire, je pense qu'elle est bien en amont du chef de projet. La pierre angulaire, elle est plus au niveau de cette capacité à conseiller les clients, grâce à la reconnaissance de leur métier. C'est ça la pierre angulaire chez BD. On rentre absolument pas dans la technique chez BD. On rentre par véritablement soit la douleur du client, soit l'envie de progresser, soit... BD en particulier, je vais vous donner un autre exemple, hein, pour une chaîne de fast-food qui voyait arriver en France une autre chaîne de fast-food et qui s'est dit, ben, tiens, mince, il faut bien que je regarde l'efficacité de tous mes fast-food. Et en nous disant, le fast-food de tel endroit, c'est le meilleur, et d'ailleurs c'est le meilleur d'Europe, donc regardez comment il fonctionne grâce à vos données, et puis on va le copier partout. Et en fait, quand on fait ça, on se rend compte que bien évidemment, il y a des fast-foods d'autoroute, il y a des fast-foods de ville, il y a des fast-foods de très grandes villes, il y a des fast-foods... Voilà. Donc on prend les données internes de l'entreprise, on prend les données externes. Est-ce qu'il y a une école à côté? Est-ce qu'il y a un club de sport?
Est-ce que c'est plutôt des touristes qui y vont? Ça, on le sait assez facilement. Hein. Ou est-ce que c'est plutôt des locaux qui y vont? On analyse toutes ces données et en fait, on s'est rendu compte que ce fameux fast-food dit excellent l'était pas du tout. Et donc, on a réussi à faire plus 180% de chiffre d'affaires grâce à nos préconisations sur ce fast-food donné. Et il est devenu le plus grand fast-food du monde de cette grande société de fast-food. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que on n'est pas du tout passé par le chef de projet, on est passé par la compréhension du besoin, la compréhension de ce qui était du retail, hein, ou enfin en tout cas de la distribution de nourriture à plusieurs... Et donc quand on fait comme ça, c'est pareil que la distribution, on regarde qui sont les clients, la zone de chalandise, est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'il n'y a pas d'école, à quelle heure est-ce que le fast-food fonctionne bien, à quelle heure il fonctionne moins bien, comment ça se fait, combien il a de caisses, combien au contraire il a de caisses avec des personnes et combien il a de caisses automatiques. En l'occurrence, là le conseil a été de dire vous devriez mettre plus de caisses automatiques dans ce fameux, j'allais dire fast-food bateau amiral, parce que finalement il y a beaucoup d'étrangers qui y vont, et puis ils en ont marre de voir vos caissiers qui ne parlent pas anglais. Donc si vous mettez à la place de vos 10 caissiers physiques 20 caisses automatiques, vous allez faire plus de chiffre d'affaires. D'accord, donc la compréhension, elle n'est pas uniquement, enfin, c'est pas uniquement les data analysis ou l'analyse des comportements et des données, c'est aussi la compréhension des enjeux et des métiers du client pour les modéliser dans un algorithme qui aide à mieux fonctionner. Enfin, si j'ai bien... Bien sûr, hein, quand on analyse la donnée, alors sauf dans des cas très particuliers, oui, il y a de l'ingénierie, il y a de la technique, il y a derrière des algorithmes, etc. Mais celui qui, j'allais dire, qui permet de remporter le projet, c'est le grand data scientist qui comprend l'enjeu client au sens métier. De développement durable, puisque l'argent va vers là maintenant avec la taxe carbone et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce secteur-là, concrètement? Parce qu'on forme maintenant des ingénieurs développement durable et, à mon avis, ils doivent manipuler les données. Je ne suis pas sûr qu'on fasse grand-chose. Enfin, il y a des projets, il y a des financements qui arrivent. Gilles, il est passionné par un projet. Non, mais c'est vrai qu'on est passionné par un projet qui, depuis 1 an et demi, on se dit il faut construire la plateforme nationale de gestion des risques naturels. Il y a encore 2 semaines, il y a eu 14 morts malheureusement dans l'Aude. Et le président Macron a décidé, il y a maintenant 6 mois, d'accélérer pour construire et mettre en place un système en France qui soit efficace pour anticiper, bien sûr, visualiser l'événement naturel. Et avec Fluvision, on va positionner les gens, on va les compter, on va positionner, et on sait plein de choses. On ne les connaît pas puisque c'est anonyme, mais on a plein d'informations sur la donnée Fluvision. Et puis au-delà de ça, on va construire une brique télécom d'alerting pour aller alerter les bonnes personnes aux bons endroits, leur donner des messages. Donc on a toute la capacité, avec nos partenaires que sont Météo France, l'IGN, le BRGM, de monter la plateforme Big Data qui va bien, et la plateforme CEPAS, Communication as a Service. J'en parlais, l'Agence nationale de sécurité civile a été créée donc, au 1er novembre, hein, c'est tout récent. Elle a pour mission de mettre en place un système central. Donc on va à la fois attaquer, évidemment, on va faire levier sur notre anticipation et promouvoir ce que l'on a fait auprès de l'agence centrale, et on attaque, entre guillemets, en même temps, en parallèle, sur la région sud pour faire une expérimentation. Voilà, donc tout ça, c'est en bonne... Bon, voilà, donc c'est un projet d'anticipation qui au départ était... je dirais vraiment de l'idéation, et aujourd'hui on se rend compte que là il y a un vrai enjeu business. Atos Atos et Thales d'ailleurs sont sur l'opération, donc on va utiliser tout ça, et maintenant il faut qu'on accélère. Oui, juste pour répondre un peu plus, j'allais dire largement à la question, les premiers secteurs d'activité qui sont partis sur l'analyse de la donnée, c'est suite à la crise, en particulier la Société Générale, ce sont les domaines financiers, hein, la banque.
la banque a été très en avance. Ensuite, d'autres secteurs sont arrivés, évidemment le commerce en ligne, pour pouvoir effectivement, j'allais dire, faire que... je suis sûr que si vous rentrez, si vous avez vente privée et que vous rentrez sur vente privée, vous n'avez pas les icônes dans le même sens que moi. Voilà. Donc, bien évidemment, le retail, la vente en ligne, et puis derrière, on va trouver la pharma, parce qu'il gère un énorme nombre de données, et puis les autres secteurs y arrivent petit à petit. On n'a pas abordé non plus, Béatrice, les stades connectés, toute la connectique dans les stades actuellement où Orange fait des merveilles. Également le Tour de France où on fait de la connectique. Après, est-ce que les clients que tu rencontres qui ont des projets court moyen terme, ils ne s'imaginent pas que la transfo digitale c'est facile et tout s'accélère? Est-ce qu'ils ne nous demandent pas des délais comment on gère le temps d'un projet de SS2I? Est-ce qu'ils nous mettent la pression sur sortir des applications rapidement ou est-ce qu'ils comprennent bien les enjeux de développement, le temps que ça prend, la modélisation, la conception? J'allais dire, ça dépend des clients. Hein. Les bons clients comprennent. Voilà. Quand on fait un projet sur la donnée, si on n'utilise pas les 3 étapes que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire si on fonce tout de suite en disant « je sais ce que je veux » et on y va directement, sans même prendre le temps de se poser, de regarder où sont les données pertinentes pour faire le projet, etc., eh ben on va le payer à la fin. Donc je pense qu'il vaut mieux se poser, faire une bonne analyse, faire un POC pour vérifier, parce que il faut vérifier qu'on sait bien accéder aux données, qu'on saura bien les gérer dans le temps, etc., qu'on prendra telle donnée interne, telle donnée externe. Par exemple, chez BD, on a fait tout un nettoyage des bases INSEE. Une base INSEE, c'est pas très facile d'aller piquer dedans. Et donc, on a cette valeur ajoutée, par exemple, qui fait qu'on fait les projets un peu plus vite que nos concurrents parce qu'on a cette belle base INSEE propre, refaite, propre. Et donc, cette gouvernance des données, finalement, de la base INSEE. Et ensuite, bien sûr, on lance le projet, mais on essaye j'allais dire, d'être très transparent sur le temps que ça va mettre pour les clients à se mettre en place. Pour Orange? Eh bien non, ce que je disais tout à l'heure, Orange n'est pour l'instant pas du tout un client. Hein, donc Orange n'est pas un client. J'ai des projets, puisque depuis qu'on a racheté BD, par exemple, il y a un rendez-vous la fin de ce mois qui a été monté par Jean-Michel Thibault avec le directeur du contrôle de gestion du groupe. Donc on y va avec Jean-Michel, parce que évidemment le groupe est très intéressé pour avoir des prévisions plus fines sur ses activités. Donc oui, on va en faire. On va en faire, bien sûr. Non, on ne travaille pas pour la sécurité. Alors, on a vu beaucoup de projets de sécurité urbaine. Par exemple, j'étais en voyage en Chine en juin. Et par exemple, en Chine, vous avez des caméras partout. Et à la rigueur, on sait que c'est vous sur la caméra. Hein. Et donc, toute cette intelligence artificielle qui permet de reconnaître les personnes et de mettre sur un visage une tête, c'est assez peu développé, parce que je vous rappelle quand même qu'on est dans un pays qui a une réglementation, qui est la réglementation européenne sur la gestion des données personnelles, et qu'on essaye évidemment de la respecter de manière très stricte. Hein, donc tout ce qui est... D'ailleurs, chez Business et Décision, on travaille beaucoup à des audits chez des clients pour les aider à mettre en place de la gestion des données personnelles pour leurs propres clients. On a quelques spécialistes comme ça de la sécurité des données. Donc non, on ne travaille pas beaucoup sur la sécurité urbaine. Voilà. Ça viendra sans doute, mais ce n'est pas le secteur d'activité en pointe. En pointe, véritablement, il y a eu d'abord la finance, un peu l'assurance, beaucoup la distribution,
les labos pharma, et puis le reste suit. Les telcos, donc, demain. Ça se fait après coup. Dans les stades, vous avez des systèmes de vidéosurveillance classiques. Donc nous, on fait de la vidéosurveillance, on stocke de la vidéosurveillance. C'est en l'occurrence Unified Communication qui fait ça. De la vidéosurveillance, évidemment, on en vend. Mais ça se fait a posteriori, ça se fait pas en temps réel. Donc on se dit, tiens, il y a eu un problème dans cette tribune, on prend la caméra de la tribune et on regarde. On le donne, d'ailleurs, c'est pas le stade qui le fait, hein, ça va directement à la police qui récupère les informations et qui regarde, parce qu'elle a le droit de regarder, puis elle dit, tiens, Pierre, Paul, Jacques, je les connais, hop là, en tôle. C'est pas, j'allais dire, la grande différence entre l'intelligence artificielle réelle qu'on met autour du... c'est le temps réel. Hein. C'est véritablement de pouvoir détecter en temps réel qu'il y a des choses. Par exemple, il y a un projet qu'on a qui s'appelle, chez Orange Application for Business, qui s'appelle Alerte Vidéo Transport, qui permet de mettre de la vidéosurveillance dans des bus en mouvement et qui permettent, avec un bouton pour le chauffeur, si jamais il a un problème, d'immédiatement envoyer l'information au service de police. Ça existe. Et ça, évidemment, c'est tout à fait homologué. Et on l'a vendu à plusieurs, j'allais dire, compagnies de bus et de transport pour éviter les agressions dans les bus. Bonsoir à tous. Moi, je suis très immeuble intelligent. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous avez un peu dans vos mallettes, là. Après avoir fait dans les Émirats des belles choses, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons? Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les immeubles? Les buildings, les immeubles? Plutôt les buildings pour moi, mais bon, les plutôt immeubles, les buildings. Plutôt les immeubles, quoi. Oui, bah, va voir un peu à Cœur Défense. Bah, j'y suis de et temps alors, en temps. c'est pas mal comme ce qu'on oui, a fait en mais je voudrais digitalisation. savoir un peu qu'est-ce que... Oh, c'est bien. Merci. C'est super. Je voudrais juste savoir ce que vous avez comme projet un petit peu pour le futur. Alors, dans les immeubles, il y a plusieurs choses. Il y a la gestion technique du bâtiment. Ça, on n'en fait pas. La gestion technique du bâtiment, c'est la gestion des clims, de l'électricité, du chauffage, du machin, du truc. Ça, on n'en fait pas. Nous, ce qu'on fait, c'est plus tout ce qui est digitalisation du bâtiment pour que la personne qui y travaille s'y retrouve, par exemple, avec de la géolocalisation, puisse réserver une salle, puisse réserver une place, sache que la salle, au bout de 10 minutes, elle n'est pas réservée, donc on la libère et d'autres peuvent la prendre, etc. A priori, déjà, si tous les bâtiments d'entreprise avaient ça, on serait richissime, tu vois. Et donc, l'étape d'après, pour l'instant, elle n'est pas là. Ce qu'on essaye de faire, c'est de démultiplier ça, qu'on a fait pour des très grands clients de DGC. En particulier, on a équipé tout le siège de Groupama avec des outils de réservation de salles, des applications où on a le menu du jour, la météo, le machin, le truc, mais aussi la capacité de réserver une salle, de voir si la salle X a été réservée ou pas. Bref, pour l'instant, sur les bâtiments, c'est essentiellement ça. Évidemment, il y a aussi de l'affichage dynamique avec des écrans, de l'affichage dynamique, de l'information. On se limite à ça et je pense que le marché, à date, attend ça. Et pour encore quelques années, parce qu'il faut déjà que toutes les entreprises de France et d'ailleurs s'équipent avec ce type de système avant de penser à autre chose. Et par exemple sur Bridge, sur lequel on travaille, qui veut vraiment être une vitrine digitale, il y aura de la géolocalisation, on sera plus grand par exemple. Tu vois, savoir où est le service Schmoll. Bon, ben voilà. Non, il n'y aura pas tellement plus. Alors, je vais te retourner la question. Quelle est l'application ou l'usage qui te manque?
Aujourd'hui, tel que je vis à Cœur Défense, ce serait de pouvoir géolocaliser les personnes que j'ai envie de voir. Parce que comme on est en flex, je ne sais pas où ils sont. Alors là, ça sera très difficile. Sauf si la personne te donne autorisation de la géolocaliser, c'est juste interdit par la loi. On veut juste géolocaliser son téléphone, pas elle. Donc, techniquement, c'est possible. Légalement, c'est interdit. Sauf si elle te donnait une autorisation. Voilà. Sur les villes intelligentes, de trafic, pardon, sur les villes intelligentes, justement, est-ce que vous avez d'autres choses dans les cartons qui arrivent? Sur les villes intelligentes, on fait plein de choses. Ça dépend des villes. Ne rêvons pas. En France, il n'y a pas de villes qui sortent de terre. Donc, dans toutes les villes qu'on veut rendre intelligentes, mettre un capteur, sauf pour un parc-mètre ou sauf, c'est faire une tranchée dans le sol la plupart du temps. Donc, les villes n'aiment pas beaucoup. Donc, les grands projets de Smart Cities ne sont pas en France. Ils sont en Inde, ils sont au Moyen-Orient, on crée de toutes pièces des villes avec des centaines de milliers de capteurs. C'est ce qu'on a fait à Doha. Dans un quartier de Doha qui s'appelle Mchereb, par exemple, on a mis 500 000 capteurs qui récupèrent de l'information et qui permettent de mieux gérer la ville, les feux, les parkings, de donner de l'information en temps réel, etc. En France, mettre ça dans une ville, c'est très compliqué. Donc, la première chose qu'on fait dans les villes en termes de Smart Cities, c'est de construire leur application. Donc, Mogenèvre a fait celle-là. On a des dizaines d'exemples de villes pour lesquelles on a fait ce qu'on appelle Ma ville dans ma poche, qui permettent, j'allais dire, de pouvoir payer la cantine de ses gamins, de savoir ce que sort le cinéma de la ville, etc., de mettre plein de microservices sur cette application. On a Ma ville dans ma poche à Nantes, à Perpignan, à Sofia, dans plein de villes. On en gagne toutes les semaines quasiment des villes avec Ma ville dans ma poche. C'est la première activité parce que le maire adore ça. C'est tout de suite visible de son concitoyen. Honnêtement, si pour faire un service, ils doivent creuser une tranchée, il va essayer de le faire juste après les élections, mais en particulier pas là maintenant, quand l'élection est dans pas longtemps. Tu parlais sécurité RGPD là, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des projets communs OAB Orange Cyberdéfense? Alors, pour l'instant, pas sur ces sujets-là. BD, c'est arrivé en juin. Il n'y en a pas non plus avec Orange Consulting qui est aussi sur ces sujets-là. Le marché est très large. On ne s'est jamais retrouvé l'un en face de l'autre, ça c'est sûr. Donc ça veut dire qu'on ne voit pas forcément les mêmes. Avec Orange Cyberdéfense, on commence à travailler en particulier en Belgique pas mal. Il faut savoir que j'allais dire, si derrière il faut transformer des choses et mettre des outils en place contre les cyberattaques, etc., de toute façon, ce sera pas BD qui le fera. Donc ça passera automatiquement. J'ai parlé de consulting, il s'en va. Je peux, Béatrice? J'ai une petite question ici. Y a-t-il un intérêt, et est-ce que c'est en réflexion, de rapprocher Orange Consulting et Business et Décision, puisque ce sont deux sociétés qui font quand même du consulting, un peu toutes les deux, un peu sur les mêmes domaines, pour éviter d'en avoir un dans un endroit? Oui, alors c'est pas tout à fait la même taille, et c'est pas tout à fait les mêmes sujets. Et puis Orange Consulting ne fait pas que ça. Orange Consulting a quelques pôles d'expertise très importants. Par exemple, ils ont un pôle d'expertise CRM. On travaille beaucoup avec eux chez OAB. Ils sont en amont, on est en aval. Je pense que le sujet se posera quand il n'y aura plus rien à manger sur le marché et qu'on sera deux sur les mêmes projets. Ça n'arrive juste pas. C'est-à-dire le marché, que ce soit la RGPD, la data, le digital, il est tellement énorme que honnêtement, on ne s'est jamais retrouvé en face. Et tant mieux. Et si jamais on devait se retrouver en face, on s'appelle avec Philippe Roger, on dit tiens, toi ou moi, et on tranche gentiment parce que de toute façon, les deux sociétés sont en croissance et en forte croissance. Et donc, pour moi, ce n'est pas un sujet. Et donc, la question du rapprochement, en tout cas, que je sache, n'est pas d'actualité. Je vais prendre la dernière question, Béatrice.
On a beaucoup parlé de ville intelligente, de données intelligentes. Beaucoup de personnes comme Airbus et tout ça réfléchissent à ce domaine-là. Est-ce qu'OAB est embarqué dans les projets sur les drones ou sur les drones? Les drones. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout. Non, non, on n'est pas du tout sur les drones. On est bien sur Terre. On n'est pas sur les drones. On a quelques, évidemment, projets avec TGI. Beaucoup de projets, d'ailleurs, avec TGI, une fois qu'ils ont passé la phase recherche pour travailler. Fluvision, ne serait-ce que Fluvision, c'est l'exemple concret du travail d'industrialisation d'une idée, d'un concept développé par TGI à la base, par les équipes de Belfort, qu'on a intégré derrière pour en faire quelque chose. Plein d'autres choses viennent de TGI, mais pas les drones. Merci beaucoup pour cette enrichissante soirée. On a un petit apéritif sans prétention, mais vous pouvez librement venir à l'apéritif, puis on va vous libérer. Merci, bonne soirée. Merci Béatrice. Bien sûr.